Mes amis, bien le bonjour. Je vais te raconter une histoire au sujet de la taxe petit colis. Tu vas réaliser que c'est beaucoup plus grave que ça en a l'air. Je te raconte. En 2001, décembre 2001, on a la Chine qui rejoint l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. C'était en décembre 2001. Un grand boom sur le plan économique. Quelque chose d'extraordinaire parce que le pays avant avait cette réputation d'être complètement isolé et fermé au monde. Donc, pendant longtemps, pendant plus de 10 ans, donc ce pays, ce qu'il va faire, il va construire des babioles, des jouets pour chats, des objets en plastique, des petits lasers, des porte-clés, des trucs comme ça. Donc pendant ce temps-là, on a une forte désindustrialisation en Europe, aux États-Unis, mais en même temps, on se dit c'est pas grave. Nous, on va garder le haut de la pyramide, on va garder les choses précieuses, importantes, là où il y a la plus grande valeur ajoutée. Et puis à la Chine, on va laisser le commerce des babioles. On a des ouvriers très mal payés, tenus d'une main de fer par le Parti communiste chinois, donc quelque part, tout le monde y gagne. Voilà. La Chine va continuer de cette manière-là jusqu'à, et attention, il y a eu des transferts technologiques, de savoir-faire, tout ça. Et on va les fast-forward en 2015. 2015, il y a un plan qui est lancé, qui est absolument extraordinaire, qui n'a pas fait le bruit qu'il mérite, mais c'était une rupture complète avec le modèle passé. 2015, la Chine lance le plan qui s'appelle Made in China 2025, bien 2025. Ça veut dire quoi? Il se donnait 10 ans, ça signifie la durée de 2 plans quinquennaux. L'économie chinoise est pilotée en plans quinquennaux. C'est un plan qui dure 5 ans. Donc, il se donne le 13e et le 14e plan quinquennal pour atteindre l'excellence sur 10 secteurs de pointe. Donc là, regardez qu'on quitte les babioles et on vise les secteurs de pointe. Alors, le secteur de pointe, c'est ceci. Aérospatial. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'ils ont lancé le Comac C919, le avion de ligne qui est aujourd'hui exploité sur des lignes régulières. C'est juste une question de temps avant qu'ils ne viennent concurrencer Boeing et Airbus. Par la suite, alors là-dedans, bon, il y a 10 secteurs, il y a la médecine, les machines, outils de pointe, donc les machines à pilotage numérique et tout ça. Ils ont visé donc les machines médicales, j'ai déjà dit ça, les machines agricoles de nouvelle génération, la tech, la technologie, tu vois. Et donc, la Chine va déclencher ce plan. Alors, l'Europe a déploré. Ils ont dit oui, on déplore, machin, voilà. Mais l'Europe ne réagit pas en général à ces choses-là, juste elle joue la défaite directement sur ces choses-là. De toute façon, si on revient vers les thématiques de l'escrologie, l'Europe, ça l'arrange de perdre les guerres économiques parce que tout simplement, elle veut se désindustrialiser pour abaisser son empreinte carbone qui pèse sur le plan mondial 5,9%, mais elle veut l'amener vers zéro pour voir si ça y change quelque chose au climat. Et pour cela, elle est très contente de perdre toutes les guerres économiques. Ok. On va aller un petit peu fast forward 2015, on va aller vers 2018. 2018, la Chine lance l'initiative 10 000 petits géants. Il s'agissait de créer, dans le sillage justement du Made in China 2025, il s'agissait de créer 10 000 PME qui vont profiter de cette initiative pour se positionner face aux fabricants. Et là, on va voir que l'Allemagne est visée. Ça signifie là où tu as un fabricant de pointe allemand, la Chine va mettre en place face à lui des dizaines, si ce n'est pas des centaines de concurrents qui fournissent la même marchandise, performance égale, meilleur service, prix inférieur. Donc pour casser justement le marché allemand. Bien entendu, l'Allemagne, l'Union européenne vont tout simplement déplorer. On va arriver en 2019. 2019, pour ceux qui se rappellent, il y a eu cette crise sur Huawei. Huawei, c'est grand fabricant chinois. Ils font les téléphones portables, des ordinateurs, ils font des serveurs, ils font des outils réseau, comme des routeurs, des switches, tout ça. Et je me rappelle à l'époque, j'étais dans la tech, il y a eu une hystérie ici au Royaume-Uni. Chercher dans le data center, on devait chercher, mais littéralement à la lampe dans le data center, si on n'a pas laissé quelque part, s'il n'y a pas un switch Huawei ou autre, et sinon il fallait le débrancher tout de suite et le jeter à la poubelle électronique immédiatement. Il s'agissait bien sûr de protéger
Apple. Il s'agissait de protéger Apple parce que aujourd'hui, tu regardes les produits Huawei, c'est pratiquement sur la même gamme de prix, la même gamme de qualité aussi que les produits Apple. Tu vas trouver des objets genre, tu as leur système qui ressemble à un MacBook, mais qui est plus léger, qui est très puissant, très rapide, et qui est vendu dans la même gamme de prix. Ils vendent plus en babiole. C'est vraiment quelque chose de très pointu et très cher. Bon, ok. Maintenant, on va continuer. Les États-Unis réalisent de plus en plus le danger. Ils réalisent que l'initiative 10 000 petits géants, parce que 10 000 petits géants, je peux te dire, en quelques années, ils étaient passés de 10 000, ils voulaient 10 000 minimum, ils étaient à 14 000. La dernière fois que je vérifié, ils étaient à 14 000. Aujourd'hui, ils doivent avoir monté beaucoup plus haut, quoi. J'ai noté quelques autres dates. 2020. 2020, les États-Unis sanctionnent SMIC. SMIC, c'est fabricant de semi-conducteurs chinois. SMIC, pourquoi il est bloqué? Parce que il avait la capacité, il l'a toujours d'ailleurs, d'envoyer dans les cordes Intel et AMD. Ça signifie qu'il peut envoyer dans les cordes Intel, AMD, même Motorola et d'autres. Ça signifie qu'il est capable de fabriquer des microprocesseurs très rapides, très puissants, inonder le marché à des prix cassés. Et puis ces deux compagnies américaines n'existeront plus. Ça, c'était 2020. Après, on va aller, il y a d'autres petites sanctions, peut-être moins notables. On va aller en 2023. En 2023, les États-Unis interdisent l'export de puces de type H800 à la Chine. C'est tout simplement pour les bloquer sur le plan de l'intelligence artificielle. Mais c'est aussi protéger Nvidia, parce que Nvidia et d'autres compagnies d'ailleurs de même acabit pèse très lourd sur les indices américains, sur le SP500, sur le Nasdaq et d'autres. Donc on n'a pas envie que ces entreprises soient envoyées dans les cordes par la Chine. Donc il va falloir protéger justement la technologie américaine et entre autres interdire justement l'export des technologies américaines vers la Chine et tout pour éviter justement qu'elles ne soient copiées, qu'elles ne soient démontées et puis répliquées. Bon, on continue. 2024, on va interdire autres sanctions américaines qui tombent, et cette fois-ci, on interdit ce qu'on appelle les HBM. HBM, c'est des mémoires à très forte bande passante. Et pourquoi les États-Unis font ça? Parce que ces mémoires-là permettent d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc, comme DeepSeek en Chine, par exemple. Parce que tu as les modèles les LLM, de l'intelligence artificielle, eh bien, tu as des cartes graphiques avec des puces très puissantes, de chez Nvidia typiquement, qui vont brasser énormément de données. Mais alors attention, si tu n'as pas en face des mémoires qui sont capables de traiter ces données-là, bon, ça ne sert à rien d'avoir des cartes graphiques rapides si en face, la mémoire ne suit pas. Donc, il y a des mémoires qu'on appelle des HBM. Elles sont plus rapides que la DDR et tout ça. C'est d'autres technologies extrêmement puissantes. Et là, on interdit leur commerce en Chine. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger Claude, on veut protéger ChatGPT ou OpenAI, on veut protéger Gemini, etc. On ne veut pas que la Chine puisse accéder à ça, tu vois. Donc, là, je suis en train de te dérouler depuis tout à l'heure une sorte de guerre de l'ombre, même pas de l'ombre en fait, c'est une guerre ouverte, tu ne tires pas de missiles. À propos de missiles, si tu vois que par exemple en 2026, Kallas, on peut presque dire, on est pratiquement dans une Europe fédéralisée aujourd'hui presque, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui a dit que la Chine était un cancer et qu'il fallait une chimiothérapie. Juste pour te dire pourquoi la Chine est en train d'attaquer l'Europe sur le plan économique. Il faut le savoir, ça. Parce que, regarde, même si après les médias ont tenté de minimiser en disant oui, ça a été pris hors contexte, elle a parlé de cancer et de chimio, puis elle a parlé de Chine, etc. Ça a été amalgamé et tout, je veux bien, mais le problème, c'est que quand on fait de la diplomatie à ce niveau-là, quand on utilise dans le même contexte un nom de pays comme la Chine ou autre, et qu'on parle de cancer et de chimiothérapie, je veux dire, ça s'appelle un casus belli sur le plan diplomatique. C'est une agression. Ça signifie si la Chine avait répondu par un missile, beaucoup de gens auraient trouvé ça normal. Je veux dire, tu dis qu'un pays, tu le traites de cancer et tu veux lui fournir une chimio, tu veux le traiter avec une chimio, il va te traiter avec une chimio bien avant lui, tu vois. Surtout que l'Europe a quand même un certain historique. Quand tu commences à traiter les gens comme ça, il faut savoir qu'ils peuvent le prendre au premier degré. Donc, l'Europe a également déclaré à plusieurs reprises qu'elle voulait démanteler la Russie en tout petit état, sans envergure et tout ça, qu'on peut contrôler et tout, et que la prochaine sur la liste, c'est la Chine.
La Chine n'a pas été fondée dans les dernières décennies avec l'union sur l'acier et le charbon. Hein. La Chine, c'est quand même 3000 ans. C'est 3000 ans d'histoire documentée. Donc la Chine, si on commence à chercher la Chine, dire on veut la démanteler, c'est un cancer, on va la traiter avec de la chimio et tout, la Chine a les moyens de faire en sorte que l'Europe n'existe plus, quoi, hein, vraiment. Hein. Donc, et sans tirer un coup de feu, hein, ils sont très puissants, les gars, ils n'ont pas besoin de menacer ou autre, hein, eux ils vont exécuter directement. Donc, ce qui se passe, c'est que tu vois bien qu'il y a cette guerre. Et puis, l'Europe est contente de perdre la guerre économique. Hein, là, il faut pas se leurrer. Hein, ça fait de la décarbonisation. Hein. La Chine agit comme un agent de décarbonisation pour l'économie européenne. Ça signifie qu'elle coule les commerces, elle coule les industries. Et puis l'Europe est très contente de dire on a du carbone en moins. D'accord ? Je vous ai dit, l'Europe c'est 5,9% du carbone mondial, mais ils aimeraient bien aller vers zéro pour voir si ça change quoi que ce soit au climat. D'accord ? Donc, on arrive en 2026. Et la France rejoint cette guerre économique en disant nous, on va mettre la taxe petit colis. D'accord ? Là où les gens, les hommes sont en train de discuter avec des puces H800, des HBM, comme je vous ai dit, sont en train de discuter sur des avions, sur des moteurs, sur des satellites, sur des trains à très grande vitesse, etc. La France débarque. Tu as l'impression vraiment que quelqu'un qui arrive à la bataille de Stalingrad avec un pistolet en plastique, tu vois, un pistolet à eau, il commence à tirer comme ça avec de l'eau. C'est l'impression que ça donne. Eux, ils arrivent en 2026, alors que la bataille, le plan quinquennal, là, les 2 plans quinquennaux se sont terminés. La Chine a réussi à se projeter. Donc, ils ont dit 2025, on doit maîtriser 10 technologies, ils les maîtrisent. Tu vois, le marché intérieur chinois aujourd'hui, 99% par exemple des machines-outils de précision qu'avant on ramenait depuis l'Allemagne. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de l'Allemagne. Aujourd'hui, on les fabrique sur place. On en exporte même. Ils ont même pu obtenir le marché russe et d'autres marchés, tu vois. Voilà. 2025, ils ont déjà atteint leur truc. Donc maintenant, on va voir ce qu'ils vont faire pour la suite. Et pendant ce temps-là, tu as la France de Macron qui débarque. Ils ont des petits colis. Il va falloir regarder. Tiens, t'as une culotte. T'as un string en jersey. T'as une petite babiole. T'as l'adolescent qui ramène des résistances pour faire de l'électronique. Compte-les, vas-y, on va les compter. Bon, il y a 1, 2, 3 résistances, 4, 5. Ça, c'est quoi? Ça, c'est du fusible, ça, c'est du fil, ça, c'est du fil à souder. Tu regardes la minablerie. Tu vois la minablerie dans laquelle cette bataille se situe au niveau de l'Europe et au niveau de la France. Donc, voilà. C'est, mais juste, tu vois la terre petit colis. Tu réalises que franchement, voici le niveau dans lequel ils sont aujourd'hui. C'est le niveau du caniveau, littéralement. Sur ce niveau-là, c'est ridicule, c'est grotesque. Mais voilà, c'est comme ça. Ils ont coulé l'aéroport de Vatry avec ça. Parce que tout simplement, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, les chaînes de logistique, c'est littéralement des grands écrans avec des gars derrière et des logiciels et tout ça. Puis ils peuvent juste cliquer, tracer une ligne. Et derrière, quand ils tracent une ligne, derrière, tu as soudainement un navire qui est quelque part dans l'Atlantique, dans le Pacifique, dans l'océan Indien, qui soudainement va recevoir une petite imprimante. Ok, on va changer de route. Il changera de route, il ira vers un autre port. Tu peux avoir un cargo qui est en train d'être rempli, un avion, et puis on arrive vers le commandant de bord. Oui, avant de partir, on a un petit changement là. Tu vas pas aller à l'aéroport, tu verras celui-là. C'est aussi rapide que cela, on peut même les contacter en vol et changer de plan. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas dans les années 1700. On peut pas jouer la diligence passe par là, ils n'ont pas le choix, c'est le seul chemin. Là, c'est le château, là, c'est la colline, là, c'est la plaine. Ils sont obligés de passer par là, on va les attendre, on va les rançonner. C'est fini tout ça, c'est fini. Je vais dire un truc à la décharge des Chinois. C'est pas eux qui ont inventé la mondialisation. La mondialisation glorieuse a été inventée par l'Occident, par les États-Unis, a été inventée par l'Europe, etc. Et nous, à l'époque, quand on parlait contre la mondialisation, on nous prenait pour des affreux conspirationnistes, on nous prenait pour des affreux nationalistes, on nous a traités d'extrême droite, on nous a traités de tous les noms. On disait depuis longtemps que la mondialisation va se retourner contre ses créateurs. Et ben voilà, on est là aujourd'hui. Alors maintenant, ceux qui menaçaient des pays avec le FMI et d'autres, la Banque mondiale et tout ça, pour qu'ils ouvrent leurs frontières, pour qu'ils permettent l'installation de compagnies étrangères, pour qu'ils mettent en place ce qu'ils appelaient l'économie de marché, ces mêmes pays aujourd'hui sont en train de mettre des tarifs, sont en train de mettre des barrières douanières, tu vois. Ils changent les règles comme ça les arrange. Quand l'Europe était en train d'exporter et tout ça,
la barrière douanière, c'était un crime. Hein, tu vois, non, ça, c'est un crime de la majesté de mettre une barrière douanière. Bon, ben voilà, on lève la barrière douanière sous la menace. Les États-Unis ont été même plus loin, ils déclarent des guerres, ils font des révolutions colorées, ils font tomber des régimes pour pouvoir faire rentrer leur compagnie dans un pays. Et aujourd'hui, que bon, ben, personne ne veut de leur compagnie, et puis qu'il y a d'autres qui les remplacent au pied levé, ah bon, là voilà quoi. Ah, c'est l'élève qui a dépassé le maître. Tu vois ce que je veux dire? C'est la Chine, c'est pas ce pays. Tu peux dire ce que tu veux du pays. Ce pays-là, c'est pas lui qui a inventé le capitalisme. Voilà. Et encore moins le capitalisme sauvage. Sauf que maintenant, il l'a appris. Il l'a appris. Maintenant, il est en train d'utiliser la même soupe qui a été inventée par les Occidentaux. Il est en train de la leur faire bouffer. Sauf qu'elle est encore plus pimentée que ce qu'ils ont fait au départ. Voilà. Donc, ouais, c'est ça la situation. Je voulais juste vous dire. Et c'est assez... c'est indémerdable, c'est indémerdable. En fait, je vais vous dire, moi, je commence aujourd'hui, dans mon analyse, dans ma vision des choses, je vais vous dire, je pense qu'aujourd'hui, la souveraineté, parce que je l'ai appris un peu à mes dépens avec le Brexit. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, si tu veux, il y a 10 ans, je suis en train de réfléchir que la souveraineté est une souveraineté politique. Aujourd'hui, je réalise que tu ne peux pas avoir de souveraineté politique si tu n'as pas de souveraineté économique. Que la souveraineté économique est la plus importante. Une fois que tu as ta souveraineté économique, une fois que tu as une puissance économique, après, la puissance politique et géostratégique et tout ça viendra toute seule. Hein. Elle tombe toute seule. C'est un bonus. Tu n'as même pas besoin de faire quoi que ce soit pour qu'elle arrive. Mais si tu es un pays désindustrialisé, pauvre, endetté, que 25% de ta population, c'est un vrai chiffre, ici, vit sous le seuil de pauvreté, et des millions de jeunes sont dans la dépression, ils n'ont pas d'avenir, et puis que tu viens gueuler sur les toits, oui, on est souverain. C'est souverain de quoi? T'es souverain de quoi? C'est comme si un SDF disait, voilà, moi je suis souverain. Voilà, il est souverain sur ce bout de trottoir, je suis souverain sur ce caddie de supermarché plein de détritus, tu vois. Je suis souverain sur ce sac de couchage qu'on m'a offert il y a 15 ans qui est crade et je dors dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je suis souverain sur ça. Ok? T'es souverain sur rien du tout. T'es souverain sur des ruines. Ok? Tu veux être souverain sur des ruines, oui. Mais la vraie souveraineté s'exprime sur le plan économique. Ça signifie des industries qui dégagent de la output, des industries qui recrutent en masse, des entreprises qui font de l'argent, qui brassent des trilliards, que des gens achètent de très loin, un territoire qui intéresse des personnes, des investisseurs, des créateurs qui viennent chez toi pour investir, pour créer, pour eux-mêmes aussi évoluer, pour eux-mêmes venir s'adosser à ton économie puis aller loin. Là, oui, là, tu deviens une force de frappe. Et là, on te respecte de toute façon. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on respecte, c'est l'argent. C'est pas les drapeaux. Hein. C'est pas des drapeaux. Tu ne vas pas remonter un drapeau, dire oui, moi c'est mon drapeau, on est mort pour ce drapeau-là. Tout le monde s'en fout de ça. Ça c'est has-been. Ça c'est les années 1900. Ça c'est. T'es aussi avec le passé. Là, rentre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on respecte, c'est la force de frappe économique. C'est ça la vraie souveraineté, quoi. Voilà. En tout cas, merci mes amis. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Et nous, on se voit dans la prochaine. Et puis, je voulais vous dire que j'ai fini mon livre. Ces derniers temps, on ne m'avait pas vu beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais en train de finir le livre Escrologie, la suite. Parce que comme l'escrologie ne s'arrête pas, eh ben, il fallait faire une suite au best-seller Escrologie. Et donc, c'est pas une nouvelle édition d'Escrologie, non, c'est la suite, tout simplement. D'ailleurs, je peux même vous dire que il va sortir bientôt, durant le mois de, j'espère durant le mois de juillet, j'espère, d'ici la fin de juillet. Mais je peux vous dire qu'il est même un peu plus gros que le premier, tellement les dossiers s'accumulent, tellement l'horreur continue, les faillites frauduleuses, le pillage des subventions, le détournement, l'idéologie, tout ça. Il y a tellement, et franchement, je peux vous dire, à un moment donné, j'ai dû m'arrêter. Parce que si je n'avais pas arrêté, j'aurais fini avec un livre 2 fois plus gros que ce que j'ai voulu. D'accord? Donc voilà. Merci mes amis, et puis on se voit dans la prochaine. À très bientôt.